Nos amis, notre famille, notre éducation sont des éléments importants dans l'acceptation de soi. Et nous allons voir à travers ce témoignage comment le regard des autres influence l'estime de soi. La réponse, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Ce mois-ci, on parle du regard des autres, de son importance et de ce qu'il provoque. J'ai été touchée par ce témoignage et j'espère qu'il fera résonner quelque chose en vous. Bonne écoute. Bonjour Fiona. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Fiona Oslo, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc influenceuse comme on dit, depuis 5 ans, mais à mon compte vraiment en seul métier depuis seulement 6 mois. Ok, super. Alors, pour ceux qui écoutent l'épisode, Fiona est rousse et du coup a une adolescence un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, moi, j'étais pas de celles qui luttent pour faire valoir les cheveux roux et etc. Moi, je me suis teint les cheveux en fait en brune pendant 6 ans. Donc dès que je suis arrivée au lycée, parce que justement au collège j'en avais pris un peu plein la figure, avec des surnoms, avec des on-dit, des blagues téléphoniques, voilà. Donc j'avais pas supporté ça. J'étais toute seule parce qu'en général quand on est roux, on est le seul roux de la classe voire de l'école. Donc on peut pas trouver de soutien non plus, on est tout seul. Et à ce moment-là, il y avait Facebook qui typiquement faisait des pages j'aime avec des blagues sur les roues. Ok. Par exemple, qu'est-ce qu'un roux sur un vélo, 3 roues. Voilà, des choses toutes bêtes. Ou si j'ai un enfant roux, je le noie. Voilà, donc je voyais mes amis liker des pages comme ça. Et moi ça me faisait mal au cœur. En plus de m'en prendre plein la figure à l'école, ça revenait le soir sur les réseaux sociaux, même si c'était pas aussi intense les réseaux sociaux il y a 10 ans que maintenant. Il y avait quand même l'émergence de Facebook, puisque moi je l'ai eu en 5e, avec tout ça. Donc un peu compliqué. Ouais, du coup c'était à la fois à l'école et à la fois à la maison, donc ça s'arrêtait jamais quoi. Jamais. Donc vraiment ton seul échappatoire ça a été de teindre les cheveux en brune. Ouais. Du coup tu l'as fait à partir de quel âge ? Je l'ai fait en seconde à 16 ans, D'accord. parce que je suis de début d'année, donc dès le mois de février peut-être. Et ma mère m'interdisait de le faire, donc je l'ai fait en cachette de ma mère. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand tu es revenue brune du coup ? Elle était dégoûtée. Elle a dit que c'était pas beau, mais elle a compris qu'elle avait pas le choix. Et est-ce que ça a arrêté du coup les méchancetés envers toi grâce à cette couleur de cheveux qui était différente ? Alors pour les nouvelles personnes que je rencontrais, oui. Ouais. Et pour les autres, c'était toujours Fiona la rousse là. Ouais. Voilà. Ok. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu répondais aux gens qui te demandaient si t'avais souffert d'être rousse. J'ai toujours menti, j'ai toujours dit pourquoi j'aurais souffert d'être rousse, comme si c'était quelque chose de bizarre ou de différent. Bah non, c'est une couleur de cheveux comme une autre. Il y a des blonds, des bruns, des châtains, des roux. Je comprends pas d'où tu veux en venir quand tu me poses la question. Voilà, c'était ma façon d'agir pour faire entendre aux gens que c'était juste une couleur de cheveux. On n'était pas bizarre ni différent. Je vois pas pourquoi j'en aurais souffert en fait. Mais bien sûr, c'est un mensonge. J'ai toujours utilisé cette technique-là pour me défendre ou pour faire semblant en fait que faire rentrer dans les mentalités en fait que c'est pas quelque chose de différent ni d'anormal. Donc voilà. Et est-ce que ça a fonctionné du coup cette technique ? Oui, dans le sens où les gens, c'était juste une question comme une autre. Est-ce que t'as souffert d'être rousse ? Non, je vois pas pourquoi j'en aurais souffert alors que c'est une couleur de cheveux. Ils étaient là, ah bon, ok. Du coup, c'est vrai, dit comme ça. Autre chose, quoi. Oui, et puis ils se disaient, c'est vrai que dit comme ça, ouais, c'est une couleur de cheveux, quoi. Je vois pas pourquoi. Je sais que t'as une petite sœur. Est-ce qu'elle est rousse ? Oui, comme moi. Et comment elle a vécu elle son adolescence ? Alors je lui ai pas franchement posé la question, mais je la voyais au collège et comme c'était ma petite sœur, on l'embêtait moins parce que du coup j'étais plus grande, donc voilà, elle avait un modèle entre guillemets dans la cour. Ouais. Et j'ai tout fait pour qu'elle le vive le mieux possible. Je saurais pas comment expliquer ça, mais moi je me disais toujours c'est difficile d'être un modèle quand on en a jamais eu. Ouais. Donc moi j'avais personne de ma famille plus âgée que moi qui avait les cheveux roux, qui avait pu ressentir ce que j'ai ressenti. Ma petite sœur elle avait la chance d'avoir moi. Et du coup pour elle je pense que c'était plus facile dans le sens où j'ai tout fait pour que en fait c'était un peu la sœur de Fiona et pas Chloé la rousse.
D'accord. Donc du coup, bon, même si c'est pas génial non plus d'être la sœur d'eux, c'est déjà plus banal et moins dévalorisant. Et du coup, comme j'étais âgée de 2 ans de plus qu'elle, voilà, on va dire que les gens de son année la respectaient parce qu'elle avait une grande sœur de 2 ans de plus qui était dans la cour, qui en plus de ça semblait ne pas mal vivre le fait d'être rousse. Donc voilà, c'est vraiment l'image que j'ai donnée à ma sœur en mode j'ai plein d'amis, j'arrive même à pécho des mecs, ce que tu veux, et je suis rousse. Donc vraiment en mode je lui ai transmis un message d'acceptation. Vis ta vie normalement et ça va très bien se passer, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire maintenant que t'assumes ta couleur de cheveux? Oui, complètement. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de me teindre les cheveux. Et le déclic est vraiment venu de moi-même. C'est pas parce que les gens m'ont dit autour, non, c'est beau, laisse ta couleur de cheveux. Ils ont eu beau me dire ça pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'avais envie d'être brune, je suis restée brune. Mais voilà, entre faire les racines toutes les 2 semaines, 1, 3 semaines, parce que je n'aimais pas du tout apercevoir rien qu'un cheveu roux sur ma tête. Ça prenait une demi-journée toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça coûtait des sous. J'étais étudiante, donc qui dit étudiante dit fauché. Donc j'ai décidé de relaisser pousser ma couleur naturelle, voilà, pour économiser du temps, de l'argent et parce que finalement j'avais grandi et que j'avais envie d'assumer qui j'étais. Ok. Alors parlons un petit peu maintenant de ton côté influenceuse. Yes. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux déjà depuis pratiquement toute ma vie, dans le sens où voilà, moi je suis née en 1994, j'avais Facebook qui est quand même un réseau social à 12-13 ans, mais Instagram je l'ai eu en 2012. Au début, c'était juste pour faire des montages photos que je postais sur Facebook, et puis ensuite, j'ai bien compris que c'était devenu un outil dont on pouvait se servir, voilà, pour son business aussi. Moi, j'étais fan de mode, j'étais dans une école de mode, donc en 2015, j'ai décidé de faire un Instagram où je postais mes looks et mes tenues. Trop bien. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton évolution, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, les changements, ton évolution sur le réseau social, Instagram? Parce que du coup, c'est celui que tu utilises le plus aujourd'hui. Oui, mon outil principal de communication, moi, c'est Instagram. Du coup, j'ai commencé parce que j'étais en école de e-commerce. Fallait créer un blog sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime. J'en avais fait un sur la mode. Au final, après l'école, je voyais que j'avais encore des commentaires, que les gens s'y intéressaient vraiment, donc je l'ai continué. Ensuite, je suis partie en école de mode à Paris. Donc là, c'était des styles très chics, très BCBG. Ensuite, il y a eu l'émission Beauty Match que j'ai faite. C'est une émission de relooking pour influenceurs. Donc, on était en compétition. Ok. Il y avait combien d'équipes Alors, normalement, c'est 3 personnes, 3 influenceuses. Mais moi, il y avait des jumelles qui comptaient pour une. D'accord. Du coup, on était 4. Et on devait relooker chaque jour une personne complexée. D'accord. Et du coup, après cette émission-là, c'est là que j'ai fait un gros boom sur les réseaux sociaux. Puisque j'étais qu'à 22 000 abonnés. Enfin, Ouais. J'avais 22 000 abonnés et directement je suis passée à 60 000 après l'émission. Voilà, là ça fait 2 ans du coup que je stagne à 60 000 abonnés. Mais en tout cas, je vois que mes abonnés sont fidèles, j'en ai quand même des nouveaux tous les jours. Comment t'as vécu du coup cette émission de télé? Parce que c'était la première fois du coup que t'étais à la télé. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'as stressé de savoir comment ça allait rendre? Est-ce que les gens allaient penser de toi? Je suis quelqu'un d'assez fonceur, donc non, j'ai pas stressé dans ce sens-là. Ce qui m'a le plus stressé, moi, c'était de rater mes tenues, vu que c'est un relooking. Voilà, c'était vraiment le concept de l'émission qui m'a stressée. Mais au final, je trouve que j'ai assez bien géré. J'ai bien aimé en tout cas participer. J'ai passé un bon moment sur place pendant les 10 jours. Donc voilà, c'était vraiment génial comme expérience. J'ai vu un petit peu comment ça se passait, l'envers du décor, les backstage d'une émission, toutes les choses cachées en fait, que du coup je peux même pas révéler. Et non, du coup, ce que j'ai mal vécu le plus pendant la diffusion, je pense, c'est que d'un coup, il y a 40 000 personnes qui sont venues s'abonner à mon compte. Il y en a beaucoup plus qui sont venus voir mes stories et réagir un petit peu et m'envoyer des messages. Parce que les gens sont venus sur mon compte sans forcément s'abonner. Et du coup, une énorme visibilité comme ça, d'un coup, ça me faisait faire des crises d'angoisse la nuit. Les gens appelaient mes parents, ah j'ai vu ta fille à la télé. Enfin, c'était vraiment tout le monde est tombé sur cette émission, j'ai l'impression. Et donc du coup, oui, de l'angoisse d'un coup que tout le monde puisse voir ma vie. Puis du coup des commentaires aussi qui étaient positifs et négatifs. Ah oui, il y a eu énormément aussi de commentaires négatifs. Je pense que les gens, sous prétexte que tu passes à la télé, tu as le droit de te faire insulter et tu dois l'accepter. Alors que quand t'es juste sur les réseaux sociaux, t'es instagrammeuse, ils se donnent pas le droit de forcément t'insulter comme quand tu fais de la télé. Parce que moi, quand les gens disaient mais pourquoi tu l'insultes? Bah elle fait de la télé, elle l'a bien voulu. C'était voilà. Pour eux, la télé, c'est vraiment un choix, un risque à prendre de se faire insulter et il faut l'accepter. Donc du coup, je me faisais insulter sur Twitter, sur Instagram, sur mon physique. Donc là, c'est revenu roux.
le poids. T'as eu encore des réflexions sur ta couleur de cheveux, quoi. Oui, mais ça me fait plus rien. Par contre, sur le poids, en fait, il y a toujours quelque chose qui te touche parce qu'on est humain. Donc, quand c'est pas les cheveux, parce que je les assume, ça va être le poids, parce que j'ai pris du poids. Ils trouvent toujours quelque chose. Et comment tu gères ça? Comment t'arrives à encaisser ça, du coup? Je pense qu'on arrive vraiment... je vais pas dire jamais, mais comme on est des humains, on est forcément pas sûr de nous à 100%, on a nos petits complexes, et si les gens les trouvent, ils appuient dessus, là c'est mort. Mais non, le mieux c'est d'ignorer. Mais il faut avoir vraiment la maturité d'esprit de passer au-dessus et d'ignorer, de se dire ces gens ne me connaissent pas. Ces gens passent leur journée à faire ça, c'est eux les gens malheureux, c'est pas moi. Donc je vais pas me rendre malheureuse pour leur faire plaisir. Mais j'avoue que c'est pas comme ça que j'agissais au début. Là, c'est vraiment avec le recul que je te dis ça, parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux et ça fait 2 ans que l'émission est passée. Mais sur le moment, des fois, je réagissais, je répondais. C'est normal, c'est humain, ça te touche, t'as envie de répondre. Et puis en plus, t'es quand même assez active aussi en story. Donc les gens s'attendent toujours à ce que tu te justifies de tout, que t'expliques tout. Oui, là, typiquement, pour la mort de mon chat, du coup, il y a 2 mois, il y a quand même eu un commentaire, parce que j'ai mis une petite photo de mon chat, un commentaire qui disait « J'espère que tu le rejoins bientôt ». Sympa. Voilà. D'accord. Donc des fois je réagis pas et des fois j'ai envie de répondre et de dire oh, un peu de respect s'il vous plaît. Donc des fois je mets en story et je dis voilà, là par contre il s'agirait d'arrêter. Ouais, donc c'est quand même pas évident parce qu'au final tu partages ta vie, mais il faut aussi gérer le fait que les gens rentrent dans ta vie parce que tu le mets en lumière, quoi. Ils sont pas toujours bienveillants, ça c'est sûr. Après voilà, faut se concentrer sur le positif, hein. Comme on dit, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il y a aussi énormément d'avantages à faire ce métier. Oui, tu rencontres plein de personnes que t'aurais pas forcément rencontrées autrement. Oui, et puis c'est vraiment ce que j'aime. Les marques m'envoient des produits à tester. Moi, j'adore tester les produits, j'adore créer des looks. On m'envoie des vêtements et je peux créer comme je veux. Donc voilà, pour moi, la mode, c'est un peu de l'art, hein. C'est un peu... Un créateur, il est un peu architecte d'un vêtement. Et moi, j'adore justement assembler des pièces entre elles pour créer quelque chose. Donc voilà, c'est une passion aussi. En plus de ça, il y a énormément de gens bienveillants qu'on aide aussi. J'ai l'impression aussi de me sentir utile quelque part, donc parce qu'on transmet des messages que les adolescents écoutent plus que si c'était leurs parents qui leur disent. Par exemple, moi j'ai des abonnés qui ont les cheveux roux, qui en prennent plein la figure comme moi auparavant, qui en parlent à leurs parents, mais leurs parents ne peuvent pas comprendre non plus. Et moi, en tant que rousse, qu'elles entre guillemets admirent, j'ai un pouvoir oral plus important que leur entourage. Et du coup, elles viennent t'en parler et tu peux essayer de les rassurer, de leur dire comment agir et quoi faire. T'es un peu comme leur grande sœur au final. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est trop mignon. Moi, à mon époque, je pouvais pas échanger avec des personnalités rousses, mais mon modèle, un petit peu, qui m'aidait à l'accepter, c'était Lindsay Lohan. Quand je regardais ses films, Lolita malgré moi, etc., je me disais, waouh, c'est la populaire du lycée, pourtant elle a les cheveux roux, c'est cool. Elle est rousse et c'est quand même une star, c'est que quelque part, elle est considérée. Donc en fait, ça me donne un peu d'espoir. Oui, et puis ça permet aussi, justement, aux jeunes qui se confient à toi, d'avoir cet espoir-là aussi, et de se dire, maintenant, elle peut aussi nous aider, et puis elle s'en sort, et puis c'est super, quoi. Oui, puis moi, je leur réponds. C'est pas comme Lindsay Lohan qui m'aurait jamais répondu. C'est sûr. Alors ça, c'est une petite question particulière, mais c'est parce qu'on en a parlé ensemble. Qu'est-ce que t'aimerais dire à la Fiona de 14 ans? Oui, effectivement, j'aurais plein de choses à lui dire, mais j'aimerais surtout la rassurer. Parce que à cette époque-là, elle était plutôt malheureuse, incomprise, et pensait pas que ça allait s'arranger. Donc j'aimerais tout simplement lui dire qu'un jour, elle sera fière de qui elle est, que c'est juste une question de temps, qu'il faut être patient, et que toutes les souffrances qu'elle a gardées en elle, ça vaut le coup de les vivre, parce qu'après, ça sera vraiment comme une fleur qui a éclos, et elle prendra confiance en elle un jour, et elle sera heureuse de ça. Trop bien. Voilà. J'espère que cette petite Fiona t'a entendu. Et est-ce que t'aimerais passer un message, du coup, aux parents qui nous écoutent? Ouf. Alors là, tu me prends de coups. Je saurais pas exactement quoi dire, mais j'aurais envie de leur dire de faire confiance à leurs enfants, parce que c'est important. De toujours être là pour eux, les écouter, les épauler, parce que nous, on pense que nos parents peuvent pas nous comprendre. En fait, on pense que comme ils peuvent pas comprendre, et ils nous le font comprendre. Aussi genre, je suis perdue avec toute cette génération. Le but, c'est aussi un petit peu de s'impliquer, de pas leur montrer qu'il y a un décalage entre eux et nous, pour qu'on puisse les considérer comme une oreille, et pas comme des parents chiants. Voilà. Et non, faire confiance à leurs enfants et les sensibiliser sur le fait que des mots derrière un clavier, ça peut impacter énormément le quotidien d'une personne.
Ça peut être considéré comme du harcèlement aussi, même si c'est pas en face à face. Faut pas se permettre en fait de dire des choses derrière un clavier qu'on ne se permettrait pas de dire à une personne si on l'a rencontrée dans la vraie vie. Par exemple, moi quand je me prends des commentaires tu es grosse et moche et en plus tu es rousse, tu as rien pour toi. Est-ce que cette personne-là qui écrit ça sur son clavier de 13 ans et demi me croiserait dans la rue, changerait de trottoir pour venir me dire hey, toi, tu es grosse, moche, tu as rien. Non. Ouais. Donc en fait voilà, faut pas se permettre des choses, essayer de les sensibiliser au maximum en essayant de les mettre un peu à la place de ces personnes-là et ensuite voilà, leur faire confiance, ils sont forts, ils sont nés avec tout ça et voilà, ça fait partie de leur quotidien, donc essayer de ne pas leur montrer le décalage entre les générations pour mieux les comprendre. Voilà. Super, merci pour ce message. Alors pour finir, sous quel nom on peut te suivre sur les réseaux et surtout sur Insta? Moi c'est I am Fiona Oslo. Ok, très voilà, bien. sur Instagram. Donc je mettrai les liens en description si vous voulez aller fouiner un petit peu la vie de Fiona et regarder ses super looks. Merci beaucoup. En tout cas, je suis hyper contente que tu sois venue sur ce podcast, qu'on ait pu échanger, que tu aies partagé ce moment de vie avec nous qui est pas forcément facile. Merci à toi de l'invitation. Ouais, et je suis vraiment contente et j'espère que ça pourra aider les parents à mieux comprendre aussi ce que peuvent vivre leurs ados. Et merci pour ton petit message de fin qui était super. Merci à toi, c'est très gentil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, ou même de la regarder avec votre adolescent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!